La pluie battait sans cesse sur le toit de la petite maison, une sombre symphonie qui semblait faire écho à l'angoisse d'Anne-Marie. La femme, à la peau pâle et aux mains calleuses, était assise à côté du lit où reposait sa fille Clara. Ou plutôt là où sa fille languissait. La maladie était arrivée comme un murmure dans l'ombre, subtil et insidieux, et maintenant elle semblait crier dans tous les coins de la maison. Clara, âgée de 8 ans, était la plus fragile de ses enfants et la plus aimée, peut-être parce qu'elle était celle qui avait toujours besoin de plus de soins. Maintenant, alors qu'il respirait de manière irrégulière, le bruit rauque de sa poitrine lui rappelait cruellement que le temps était compté. Anne-Marie tenait la main de sa fille, petite et froide comme du marbre, tandis que son esprit errait dans un tourbillon de pensées sombres. J'avais déjà eu recours à toutes les méthodes que je connaissais, les tisanes, les potions recommandées par les anciens du village, voire les quelques médicaments que j'avais réussi à acheter avec le peu d'argent qu'il me restait. Rien n'a fonctionné. Clara était en train de mourir. Le mot ne pouvait plus être nié, même si Anne-Marie luttait contre lui. La pauvreté de la famille n'était pas nouvelle. Depuis que son mari a disparu sans laisser de traces, Anne-Marie assume seule la responsabilité d'élever leurs 3 enfants. Elle travaillait dans les champs, cousait pour ses voisins et, les jours les plus sombres, vendait même certains de ses biens les plus précieux. Tout pour que les enfants aient le minimum nécessaire pour survivre. Mais désormais, tous les efforts du monde ne semblaient pas suffisants pour arracher Clara aux griffes de la mort. La pièce était étouffante, avec une odeur douce amère de maladie et de désespoir. La seule fenêtre de la maison était entr'ouverte, laissant entrer le vent froid de la nuit, mêlé à l'odeur de la pluie. Anne-Marie a tiré la couverture sur Clara, essayant de réchauffer le corps de sa fille, mais la fièvre qui la dévorait rendait inutile toute tentative de réconfort. La chaleur fébrile émanant de Clara semblait contredire la froideur de sa peau. Les 2 autres enfants, encore trop jeunes pour comprendre pleinement ce qui se passait, étaient assis en silence dans un coin de la pièce. Il y avait une tristesse enfantine dans leurs yeux, mais aussi une incompréhension qui les empêchait de ressentir le véritable poids de la situation. Ils regardaient leur mère avec attente, comme s'ils s'attendaient à ce qu'elle, comme toujours, résolve le problème et ramène Clara à la vie avec sa détermination habituelle. Mais cette fois, Anne-Marie sait qu'elle n'a plus le contrôle de la situation. Le désespoir était comme une ombre qui s'étendait sur elle et s'agrandissait à chaque seconde. C'est alors que la nouvelle arriva. Le bruit précipité des pas dans la boue à l'extérieur fit lever les yeux d'Anne-Marie de sa fille, même si son corps était trop épuisé pour bouger. La porte de la maison s'ouvrit en grinçant, révélant l'un des voisins du village. La femme, le visage trempé de pluie et les cheveux ébouriffés, entra sans demander la permission, comme c'était la coutume entre voisins qui se connaissaient depuis des années. Anne-Marie, commença-t-elle, la voix haletante et pleine d'urgence. Il y a un médecin au village. Il vient d'arriver. Anne-Marie cligna des yeux, confuse. Un docteur, sa voix était rauque, presque inaudible. Il y avait quelque chose d'impossible dans ces mots. Dans cette partie reculée de la campagne, les médecins étaient rares. La plupart des habitants du village faisaient confiance aux médecines traditionnelles, en partie par manque d'argent, en partie par méfiance à l'égard des pratiques médicales modernes. La femme hocha la tête en s'approchant du lit où était allongée Clara. Oui, un étranger. Il est arrivé récemment. On dit qu'il est capable de choses extraordinaires. Il a guéri un garçon dans une autre ville, d'une fièvre que personne d'autre ne pouvait. Il faut l'emmener chez lui, Anne-Marie. Non, il y a du temps à perdre. Anne-Marie sentit son cœur s'emballer, comme si les paroles de cette femme avaient allumé une flamme d'espoir au milieu du désespoir. Mais bientôt cette flamme fut éteinte par le doute. Un médecin mystérieux et inconnu? En d'autres temps, elle aurait posé des questions, cherché plus d'informations avant de faire confiance à quelqu'un comme ça. Mais maintenant, la vie de Clara était en jeu. La mère sentait le poids de la décision approcher et savait qu'il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Le voisin tenait fermement le bras d'Anne-Marie, comme pour exprimer un sentiment d'urgence. Partez maintenant. Il n'y a aucune garantie qu'il restera là longtemps. Anne-Marie regarda de nouveau le visage fiévreux de Clara, les yeux de sa fille presque effacés par la maladie. C'était comme si son petit était au bord d'un précipice, sur le point de tomber dans un abîme sans retour. Peut-être que ce médecin était la dernière lueur d'espoir, aussi fragile et mystérieux qu'il paraisse. Avec une décision rapide, Anne-Marie se leva. Son corps était fatigué, mais la détermination de sauver sa fille l'émouvait comme une force invisible. Il prit Clara dans ses bras, sentant le poids léger et fragile de la jeune fille, et l'enveloppa dans une couverture.
Le voisin a rouvert la porte et les deux sont sortis précipitamment pour affronter la pluie. Les rues du village étaient désertes, les lumières tamisées des maisons au loin éclairaient à peine le chemin boueux. Anne-Marie pouvait à peine voir au-delà de quelques mètres devant elle, mais sa voisine marchait avec hâte et certitude, la guidant jusqu'à l'endroit où se trouvait le médecin. Le vent fouettait leurs visages et le froid de la nuit se mêlait à la chaleur fébrile qui irradiait du corps de Clara. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, ils arrivèrent à une petite cabane au bout du village, un bâtiment ancien et mal entretenu, mais avec une faible lumière qui brillait à travers la fenêtre. Le voisin s'est arrêté à la porte et a fait signe à Anne-Marie d'entrer. « Il est là. Partez vite. » Anne-Marie hésita un instant. La peur de confier sa fille à un inconnu luttait contre le désespoir de voir Clara aux portes de la mort. Mais, sans alternative, elle poussa la porte et entra dans la cabine. À l'intérieur, la lumière d'une lampe éclairait un homme assis à une table, dos à la porte. Il ne parut pas surpris d'entendre la porte s'ouvrir, c'était comme s'il l'attendait déjà. Anne-Marie entra avec hésitation dans la petite pièce faiblement éclairée. Le médecin, qui lui tournait le dos, semblait ignorer son arrivée, comme s'il était concentré sur quelque chose que lui seul pouvait voir. Elle regarda autour d'elle et remarqua que l'endroit était simple mais étrange. Il y avait des flacons éparpillés sur une table en bois, chacun contenant des liquides de différentes couleurs, et l'air était chargé d'une odeur d'herbe et de produits chimiques. C'était comme un endroit hors du temps, comme si elle avait franchi une barrière vers un autre monde. Le silence fut lourd pendant un moment, jusqu'à ce que l'homme finisse par parler, sans même se retourner. « Vous êtes là pour elle ?» dit-il d'une voix grave et basse, comme s'il connaissait la situation d'Anne-Marie sans avoir besoin de la demander. Il y avait quelque chose de troublant dans sa façon de prononcer ces mots, une certitude qui fit frémir Anne-Marie. Elle serra Clara plus fort contre sa poitrine, sentant le corps fiévreux de sa fille trembler dans ses bras. « Oui, ma fille, elle est en train de mourir. »« Je ne sais pas quoi faire d'autre, » a répondu Anne-Marie, la voix se brisant alors que les larmes menaçaient de s'échapper. « S'il vous plaît, vous devez aider. » Le médecin se releva lentement, révélant une silhouette grande et mince enveloppée dans un manteau noir usé. Son visage, lorsqu'il était éclairé par la faible lumière, était sévère, avec des traits anguleux et des yeux si sombres qu'ils ressemblaient à des gouffres sans fond. Il s'approcha d'Anne-Marie et regarda Clara sans toujours rien dire. Son regard était clinique, froid, presque inhumainement calculateur. « Mettez-le sur la table, » dit-il en désignant un petit lit de fortune dans le coin de la cabane, sans aucune émotion dans la voix. Anne-Marie obéit, déposant soigneusement Clara, qui réagit à peine. La jeune fille était pâle, ses cheveux blonds étaient trempés de sueur et ses yeux, autrefois si pleins de vie, n'étaient plus que des ombres vides. Le médecin se pencha sur Clara, analysant son état d'un regard méticuleux. Il toucha son poignet et, pendant un instant, ferma les yeux, comme s'il essayait de ressentir quelque chose au-delà du physique. Anne-Marie se tenait debout, les yeux fixés sur l'homme, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. C'était comme si sa vie entière dépendait de la décision qu'il prendrait dans les prochaines secondes. « Elle est à bout de souffle, » dit-il finalement, sa voix froide comme la glace. « Le corps est faible et la fièvre consume ses dernières forces. Si tu n'étais pas venu aujourd'hui, il ne lui resterait que quelques heures. » Ces mots tombèrent sur Anne-Marie comme un coup mortel. Elle savait déjà, au fond, que Clara était sur le point de mourir, mais l'entendre de la bouche d'un inconnu, d'un homme qui semblait si distant et sans émotion, rendait la réalité encore plus brutale. Elle essaya de retenir ses larmes, mais échoua, et des sanglots silencieux commencèrent à déchirer son corps. « Il y a quelque chose que je peux faire, » dit-il alors avec un sang-froid calculé. « Mais vous devez savoir que ce n'est pas courant. Le médicament que je vais lui donner n'est pas n'importe quel médicament. Ce n'est pas quelque chose que la science médicale comprend ou approuve. C'est quelque chose de différent. » Anne-Marie le regardait en essuyant ses larmes du revers de la main. « Je ferai n'importe quoi, » dit-elle, la voix brisée. « S'il vous plaît, s'il y a une chance, n'importe quelle chance, je la saisirai. » Le docteur hocha lentement la tête. Il se dirigea vers la table et ramassa une petite fiole en verre contenant un liquide sombre, presque noir. « C'est le seul moyen de la sauver, » expliqua-t-il en tendant le flacon à la lumière d'une lampe, qui révéla des teintes pourpres dans le liquide visqueux. « Mais comme je l'ai dit, il y a un prix. Ce n'est pas quelque chose que j'offre gratuitement. Ce médicament est puissant et ses effets peuvent être imprévisibles. Si ça marche, votre fille vivra. Mais vous devez vous préparer aux conséquences. » Anne-Marie sentit son cœur s'emballer, un mélange d'espoir et de peur l'envahir. Conséquences.
Elle pouvait à peine penser à autre chose qu'à la vie de Clara. Quel genre de conséquences? Demanda-t-il d'une voix hésitante. Le médecin la regarda dans les yeux et, pour la première fois, elle y vit quelque chose d'humain, une ombre de doute ou peut-être d'avertissement. Ce médicament affecte l'équilibre entre le corps et l'esprit, explique-t-il calmement. En guérissant le corps, cela peut altérer l'essence de la personne. Elle n'est peut-être plus la même à son réveil. Vous devez être préparé à cela. Anne-Marie n'arrivait presque pas à comprendre ce qu'il disait. Tout cela ressemblait à une sorte de rêve horrible dans lequel elle était obligée de faire un choix impossible. Mais en regardant le corps fragile et presque sans vie de Clara, elle savait qu'elle ne pouvait pas hésiter. Il ne pouvait pas laisser sa fille mourir là-bas sans faire tout son possible. J'accepte, dit-elle avec une détermination qui la surprit elle-même. S'il vous plaît, donnez-lui le médicament. Le médecin ne répondit pas immédiatement, se contentant d'observer un instant Anne-Marie, comme s'il pesait la gravité de sa décision. Puis, sans ajouter un mot, il s'approcha de Clara, prenant une petite cuillère en argent et la remplissant du liquide sombre de la fiole. Il se pencha sur la jeune fille, lui tenant la tête d'une main et versant le médicament dans sa bouche. Le liquide coula sur les lèvres de Clara et pendant un instant il n'y eut aucune réaction. Le silence qui suivit fut étouffant. Anne-Marie pouvait à peine respirer tandis qu'elle regardait sa fille, attendant un signe indiquant que le médicament faisait effet. Soudain, Clara commença à convulser, son corps se tordant violemment. Anne-Marie a crié de terreur en s'avançant pour tenir sa fille dans ses bras, mais le médecin l'a arrêtée en la tenant fermement. « Ne la touche pas », il a ordonné. « Laissons le médicament agir. » Les convulsions ne durent que quelques secondes, mais paraissent à Anne-Marie une éternité. Lorsqu'ils s'arrêtèrent finalement, Clara resta immobile, son corps détendu comme si elle s'était endormie profondément. Anne-Marie, haletante, s'approcha de sa fille, regardant le visage pâle de la jeune fille, à la recherche d'un signe d'amélioration. Le médecin resta silencieux un moment, observant la scène avec le calme imperturbable de quelqu'un qui a vu cela un nombre incalculable de fois. « Maintenant, nous ne pouvons qu'attendre, » dit-il finalement. Elle aura besoin de temps pour récupérer si le médicament fonctionne. L'attente semblait interminable. Anne-Marie restait aux côtés de sa fille, surveillant chaque respiration fragile que Clara parvenait encore à prendre. La nuit s'allongeait et le vent qui soufflait contre les fenêtres de la cabane semblait accroître le sentiment de désespoir et de solitude. Le médecin, le docteur Lucien, s'était éloigné, assis sur une chaise près de l'entrée. Son visage était inchangé, comme s'il était immunisé contre la tension qui remplissait l'air. Le temps s'écoulait étrangement pour Anne-Marie. Chaque fois que je regardais la montre à mon poignet, j'avais l'impression que l'aiguille ne bougeait pas. Le monde autour de lui était devenu une suspension de peur et d'espoir, où chaque seconde était une éternité. Le léger tintement des flacons manipulés par le médecin semblait lointain, presque comme s'il s'agissait d'un écho dans son esprit. Elle essayait de ne pas penser aux mots qu'il avait prononcés à propos de Clara qui ne serait peut-être plus jamais la même, mais ces mots semblaient avoir gravé de profondes racines dans son cœur. Finalement, après des heures qui semblaient être des jours, Clara commença à bouger. C'était un mouvement subtil, presque imperceptible, mais Anne-Marie sentit son cœur s'accélérer avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Elle se pencha au-dessus du lit et regarda le visage de sa fille. Les yeux de Clara clignèrent lentement, comme si elle essayait de revenir à la réalité après un profond sommeil. « Maman », murmura Clara d'une voix faible mais clairement différente. Il y avait quelque chose dans son ton qui faisait hésiter Anne-Marie. Clara se réveillait et, pendant un bref instant, le cœur d'Anne-Marie fut rempli de soulagement. Sa fille avait survécu. « Clara, je suis là », répondit-elle, sa voix tremblante alors qu'elle prenait la main de sa fille. Le contact était plus chaud, ce qui indiquait que la fièvre avait enfin commencé à baisser. Anne-Marie était sur le point de s'effondrer de soulagement, mais quelque chose a changé. Les yeux de Clara s'ouvrirent complètement, se fixant sur sa mère d'une manière qui semblait déconcertante. Il y avait quelque chose dans les yeux de la jeune fille qu'Anne-Marie ne reconnaissait pas. L'éclat habituel d'innocence et de joie était absent, remplacé par une expression vide, presque dénuée d'émotion. Anne-Marie déglutit difficilement, se forçant à sourire en caressant les cheveux de Clara. « Comment te sens-tu, chérie ? Est-ce que tu te sens mieux ?» demanda-t-elle, attendant d'entendre la réponse habituelle, ce ton doux que Clara utilisait lorsqu'elle était malade. Clara cligna lentement des yeux, ses lèvres remuèrent avant de répondre. « Je vais bien. » Sa voix semblait normale, mais il y avait quelque chose dans le regard de la jeune fille qui fit frissonner Anne-Marie. Cela semblait être une réponse automatique,
comme si Clara répétait quelque chose qu'on lui avait appris et n'exprimait pas ce qu'elle ressentait réellement. Anne-Marie essayait de chasser ses pensées. Le médecin avait mentionné que la guérison pourrait être lente et que l'étrangeté qu'elle remarquait pourrait très bien être un effet secondaire temporaire. Pourtant, le malaise s'installait comme une ombre sur son cœur. Le médicament a fonctionné. La voix du docteur Lucien brisa le silence. Il se leva de la chaise et se dirigea vers le lit, observant Clara de ses yeux perçants. Elle est hors de danger. Anne-Marie le regardait, cherchant une explication, quelque chose qui confirmerait que ce qui se passait était normal. Mais, elle a l'air différente, dit-il avec hésitation. Vos yeux, la façon dont vous parlez. Le médecin gardait un regard froid et distant, comme s'il s'était déjà attendu à cette question. Je vous avais prévenu qu'il y aurait un prix, dit-il calmement. Les médicaments lui ont sauvé la vie, mais ils ont affecté son essence. Ne vous attendez pas à ce que ce soit exactement la même chose. Ces mots ont coupé Anne-Marie comme une lame. Elle resta silencieuse un moment, regardant Clara, qui restait immobile, sans l'énergie et la vitalité qui caractérisaient habituellement sa fille. C'était comme si quelque chose à l'intérieur de Clara avait été effacé, ou peut-être remplacé. Mais, elle ira mieux, n'est-ce pas? Demanda Anne-Marie, presque suppliante. Est-ce qu'elle redeviendra comme avant? Lucien ne répondit pas immédiatement. Il détourna le regard de Clara quelques instants avant de reporter son attention sur Anne-Marie. Le temps nous le dira. Elle a survécu et c'est le plus important. Mais comme je l'ai dit, vous devez vous préparer au changement. Anne-Marie sentit une boule se former dans sa gorge. La gratitude pour la survie de Clara était écrasante, mais la peur de ce qui pourrait en résulter la rongeait à l'intérieur. Elle essayait de se convaincre que tout changement était un petit prix à payer pour la vie de sa fille, mais elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose de profondément mal s'était produit. Le docteur Lucien s'éloigna et retourna à la table où il avait conservé le flacon contenant le liquide restant. Il l'observa un moment avant de le placer soigneusement dans une boîte en bois, la fermant à clé avec une petite clé qui semblait très ancienne. Ce faisant, il regarda Anne-Marie avec une expression définitive. « Au moins, maintenant tu as récupéré ta fille, » dit-il, comme pour essayer de mettre fin à la conversation. « Elle a besoin de repos et dans les prochains jours, vous verrez comment les changements se manifesteront. C'est tout ce que je peux dire. » Anne-Marie se sentit soudain épuisée. La tension de la nuit dernière, la peur et le soulagement pesaient lourdement sur ses épaules. Mais lorsqu'il regardait Clara, il sentait que le combat était loin d'être terminé. Oui, sa fille était en vie, mais dans quel état resterait-elle? C'était quelque chose que seul le temps pouvait révéler. Avec un murmure de remerciement, Anne-Marie reprit Clara dans ses bras, cette fois avec moins de poids et plus de chaleur. En quittant la cabane dans la froide matinée, elle savait que le chemin du retour serait aussi long que son voyage intérieur pour accepter les conséquences du médicament. L'air frais du matin semblait offrir un certain réconfort, mais le village enveloppé de brume était le reflet de l'incertitude qui dominait désormais la vie d'Anne-Marie. Le retour fut silencieux. Clara se rendormit et ses autres enfants, qui attendaient anxieusement à la maison, n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Alors que les premiers rayons du soleil commençaient à effleurer l'horizon, Anne-Marie regarda une dernière fois le visage de sa fille avant de franchir le seuil de la maison. Les changements étaient encore subtils, mais ils étaient là, et maintenant elle devait faire face à l'inconnu. L'aube apportait avec elle un calme étrange. La maison était enveloppée d'un silence inhabituel, rompu seulement par les pas prudents d'Anne-Marie alors qu'elle déposait Clara dans son lit. Les autres enfants, encore endormis, n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé pendant la nuit. Pour eux, tout est resté pareil, Clara était malade, mais on espérait qu'elle irait mieux. Anne-Marie savait pourtant que les choses étaient loin d'être simples. Elle s'assit à côté du lit et observa Clara pendant qu'elle dormait. Le visage de la jeune fille semblait maintenant plus calme et sa respiration, bien que toujours légère, était plus stable qu'elle ne l'avait été ces dernières semaines. L'espace d'un instant, Anne-Marie s'autorisa à croire que peut-être les changements qu'elle avait remarqués n'étaient que le résultat de son esprit fatigué. Peut-être qu'avec le temps, Clara redeviendrait la fille qu'elle a toujours été. Mais cet espoir était fragile, presque comme un écho lointain. Chaque fois qu'elle regardait Clara, Anne-Marie éprouvait un doute. Les yeux de la jeune fille, bien que fermés désormais, avaient affiché une froideur inquiétante lorsqu'elle s'était réveillée dans la cabine du médecin. Ce n'était pas seulement le soulagement de voir sa fille vivante qui la dérangeait, c'était l'absence de quelque chose, une légèreté vide qui semblait avoir remplacé l'énergie vibrante de Clara. La journée s'est déroulée de manière monotone.
Anne-Marie préparait le petit déjeuner de ses deux autres enfants, Pierre et Louise, en essayant de conserver un semblant de normalité. Ils ont posé des questions sur Clara et elle a répondu que sa sœur avait besoin de se reposer. Mais à mesure que la journée avançait, la peur et le doute se sont glissés dans ses pensées. Et si le médecin avait raison? Et si Clara n'était plus jamais la même? Alors que les heures s'éternisaient, Clara continuait à dormir profondément, sans aucun signe de réveil. Anne-Marie était déchirée. Une partie d'elle voulait croire que le sommeil faisait partie du rétablissement, signe que le corps de sa fille luttait enfin contre la maladie. Mais une autre partie, celle qui ne pouvait oublier les yeux étranges et lointains de Clara, craignait que quelque chose de bien plus sinistre ne se produise. Cet après-midi-là, pendant que les autres enfants jouaient dehors, Anne-Marie se retrouva assise sur une chaise à côté du lit de Clara, la tête dans les mains. Le poids de la peur était étouffant. Et si le médicament que le médecin lui avait administré n'était pas la solution à laquelle elle s'attendait? Et si, en sauvant la vie de Clara, elle l'avait condamnée à quelque chose de bien pire? Ses mains tremblaient alors qu'elle les pressait contre son visage, essayant de repousser ses pensées. J'avais besoin d'être fort. Clara était en vie, et c'était la chose la plus importante. Pourtant, la question que le médecin avait laissée en suspens, elle n'est peut-être plus la même, résonnait sans cesse dans son esprit. Anne-Marie savait qu'elle ne pourrait pas ignorer cela longtemps. Lorsque le crépuscule arriva enfin, quelque chose changea. Clara remua sur le lit, ses yeux s'ouvrirent lentement. Anne-Marie retenait son souffle, anxieuse et craintive à la fois. La fille regarda autour de la pièce, comme si elle s'habituait à nouveau à l'espace. Pendant un instant, il sembla que tout était normal. Clara cligna des yeux, ses yeux s'adaptant à la faible lumière de la fin de la journée. « Clara ?» demanda doucement Anne-Marie en s'approchant prudemment du lit. « Est-ce que tu te sens mieux ?» La jeune fille cligna lentement des yeux, tournant la tête vers sa mère. Ses yeux, maintenant ouverts, semblaient à nouveau différents, comme s'ils n'étaient pas complètement concentrés. « Je vais bien, maman, répondit-elle, sa voix à nouveau basse et distante. Anne-Marie fronça les sourcils. Le ton de Clara était froid, presque mécanique, comme si elle répétait les mots par obligation plutôt que par véritable compréhension ou sentiment. Cette même inquiétude remontait chez Anne-Marie. Mais elle essayait quand même de rester calme. Peut-être que c'était juste l'effet de la maladie et du rétablissement. Peut-être que Clara était simplement épuisée. Tu dois manger quelque chose. Je vais te chercher quelque chose de léger, dit Anne-Marie en essayant de garder un ton réconfortant. Elle se leva et quitta la pièce, sentant le poids de l'atmosphère suffocante qui semblait s'être installée dans sa maison. Alors qu'Anne-Marie préparait une simple soupe dans la petite cuisine, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment grandissant que quelque chose n'allait profondément pas. Le comportement de Clara, bien que subtilement différent, était inquiétant. Il n'y avait pas la chaleur habituelle, le sourire timide que Clara affichait toujours même dans les pires moments. Anne-Marie essayait de rationaliser ses pensées, se disant que c'était juste l'impact de la maladie et des médicaments. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle s'accrochait à un espoir fragile. Lorsqu'il revint dans la chambre avec le bol de soupe à la main, il trouva Clara assise sur le lit, les yeux fixés sur la fenêtre. Le regard lointain qu'elle avait ne ressemblait pas à celui d'un enfant curieux ou rêveur. C'était quelque chose de plus troublant. On aurait dit que Clara était perdue dans son propre monde, inconsciente de son environnement. Anne-Marie posa le bol sur la table à côté du lit et s'assit sur le bord. « Clara, chérie, tu dois en manger, dit-elle doucement, prenant une cuillerée de soupe et la rapprochant de la bouche de sa fille. Clara tourna lentement son regard vers sa mère et, d'un geste presque automatique, ouvrit la bouche pour accepter la soupe. Elle mâchait machinalement, sans le moindre signe d'enthousiasme ni de gratitude. Anne-Marie sentit son ventre se serrer d'angoisse. Quelque chose n'allait définitivement pas. « Clara, est-ce que tout va bien ?» a demandé Anne-Marie avec hésitation. Elle savait que la question semblait vague, mais c'était la meilleure chose qu'elle pouvait proposer. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait, mais je ne savais pas par où commencer. Clara arrêta de mâcher et regarda sa mère avec une expression illisible. « Je vais bien, maman, répéta-t-elle, sa voix sans inflexion, sans émotion. C'était comme écouter un enregistrement, une réplique vide de qui avait été Clara. Anne-Marie sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce n'était pas Clara. Pas vraiment. Sa fille était là, physiquement, mais quelque chose avait profondément changé, d'une manière qu'Anne-Marie ne savait pas comment y remédier. Elle posa le bol de côté et tint les mains de Clara, sentant le froid anormal de la peau de la jeune fille. « Clara,
Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Demanda-t-elle à voix basse. Clara cligna lentement des yeux, comme si elle réfléchissait à la question. Après un long moment, elle hocha la tête, mais le geste était lent et dénué de toute émotion. Tu es ma mère, répondit-elle sans émotion. Anne-Marie a failli pleurer en entendant ces mots. Clara avait répondu correctement, mais le ton de sa voix était si vide, si déconnecté de la réalité, qu'Anne-Marie avait l'impression de parler à un inconnu. Elle se leva brusquement du lit, la panique montant en elle. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de revoir le médecin. Anne-Marie a passé la nuit éveillée, assise sur la chaise à côté du lit de Clara, incapable de se débarrasser de la peur grandissante qui s'était installée dans son cœur. Elle savait que quelque chose de terrible s'était produit, que le médicament, même s'il avait sauvé le corps de sa fille, avait modifié quelque chose de beaucoup plus profond. Le comportement de Clara, la façon dont elle parlait et son apparence étaient trop étranges pour être ignorées. Qu'est-ce qui n'allait pas avec votre fille? L'aube avançait lentement et l'esprit d'Anne-Marie oscillait entre le désespoir et l'espoir. Elle regardait Clara endormie, et chaque fois que le visage pâle et immobile de la jeune fille apparaissait dans son champ de vision, la peur que Clara ne soit plus la même l'étouffait. Ses yeux, à son réveil, étaient comme ceux d'un inconnu, et la réponse qu'elle lui avait donnée, « Tu es ma mère », résonnait sans cesse dans la tête d'Anne-Marie. Il manquait quelque chose d'essentiel, quelque chose qui faisait de Clara ce qu'elle était. Au point du jour, Anne-Marie prend une décision. Elle ne pouvait pas continuer ainsi. J'avais besoin de réponses. Le médecin avait mentionné qu'il y aurait des conséquences, mais n'avait pas expliqué la véritable étendue de ce qui pourrait arriver. Il était désormais clair que les changements étaient bien plus graves que tout ce qu'Anne-Marie aurait pu imaginer. Il n'y avait qu'une chose à faire, retrouver le docteur Lucien. Le cœur lourd et l'esprit plein d'incertitude, Anne-Marie quitte la maison. Il a laissé ses 2 enfants aînés chez un voisin de confiance, expliquant qu'il devait résoudre quelque chose d'important et qu'il reviendrait dès que possible. Il n'a pas mentionné Clara. Même elle ne savait pas quoi dire. Comment expliquer que sa fille, bien que vivante, semble prisonnière d'une sorte de vide? Le trajet jusqu'à la cabine du médecin, qui la nuit précédente avait paru si rapide, semblait maintenant prendre une éternité. Le poids du doute l'accompagnait à chaque pas, et le silence du village le matin ne faisait qu'augmenter le sentiment de solitude. Personne d'autre ne saurait ce qu'elle traversait. Personne d'autre ne pouvait comprendre ce que c'était que de regarder sa fille dans les yeux sans la reconnaître. Lorsqu'Anne-Marie arriva enfin à la cabane, elle frappa d'urgence à la porte. Il n'y a pas eu de réponse immédiate. Elle frappa encore, cette fois plus fort, et appela le médecin. « Docteur. Lucien. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler. » Sa voix résonnait dans le calme du matin, mais il n'y eut aucune réponse. La peur commença à lui serrer la poitrine. Et s'il était parti? Et si cet homme, avec tout le mystère qui l'entoure, avait tout simplement disparu du village, laissant Anne-Marie seule avec les conséquences de son traitement? Cette pensée lui retourna l'estomac, mais elle refusa d'abandonner. Elle essaya d'ouvrir la porte et, à sa grande surprise, elle était déverrouillée. Anne-Marie entra dans la cabine, le cœur battant à tout rompre. La pièce était sombre, avec la même faible lumière provenant des lampes dont elle se souvenait de la nuit précédente. Flacons et verres étaient toujours disposés au hasard sur la table en bois, comme si le médecin était parti précipitamment ou n'avait jamais fini ce qu'il faisait. Le médecin n'était pas là. Anne-Marie regardait désespérément autour d'elle, cherchant un signe de l'endroit où il aurait pu aller. Ses pensées étaient aussi désordonnées que la cabane. Elle sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. La seule personne capable de proposer une explication ou une solution n'était pas là. Le poids du désespoir l'écrasa presque. C'est alors qu'elle remarqua un petit morceau de papier sur la table, coincé sous une fiole. Anne-Marie prit le papier avec des mains tremblantes et le déplia lentement. C'était une lettre écrite d'une écriture fine et élégante. Anne-Marie, si vous lisez ceci, c'est que vous avez remarqué les changements chez Clara. Je vous ai prévenu qu'il y aurait un prix à payer, mais j'imagine que même avec cet avertissement, vous ne pouviez pas comprendre la véritable étendue de ce qui s'est passé. Clara a survécu, mais non sans conséquences. Le médicament que je vous ai donné est ancien, puissant et ses origines sont obscures. Cela sauve le corps, mais affecte l'âme. La Clara que vous avez connue ne reviendra peut-être pas. Je peux essayer d'aider, mais j'ai besoin de plus de temps. Revenez ici lorsque vous serez prêt à accepter la prochaine étape. Anne-Marie a laissé tomber le journal. Les mots
La Clara que vous avez connue ne reviendra peut-être pas, résonnait dans son esprit. Elle s'assit lourdement sur l'un des fauteuils de la cabine, sentant le poids du monde sur ses épaules. Lucien savait que cela pouvait arriver. Il savait que Clara n'était peut-être plus la même, et pourtant, il lui avait donné le médicament. Anne-Marie se sentait trahie, mais en même temps, elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix ce soir-là. Clara était mourante et le désespoir l'avait amenée à faire confiance au médecin. Aujourd'hui, elle se trouve confrontée à un choix encore plus difficile. Revenez-y pour la prochaine étape. Mais qu'est-ce que cela voulait dire? Quel genre de sacrifice devrait-elle encore faire pour récupérer complètement sa fille, si cela était même possible? La peur de perdre Clara à nouveau, cette fois peut-être de manière plus permanente, luttait contre l'espoir de restaurer ce qui avait été enlevé. De retour à la maison, le chemin semblait encore plus long et chaque pas était accompagné de pensées tumultueuses. Était-elle prête à risquer davantage? Était-elle prête à faire face aux conséquences d'un nouveau traitement, qui risquait de ne pas ramener sa fille à la vie, mais de lui causer des dommages irréparables encore plus? Lorsqu'il entra dans la maison, il trouva Clara debout, regardant par la fenêtre, avec les mêmes yeux vides. Le soleil tapait sur son visage, mais elle semblait indifférente à la lumière ou à la chaleur. C'était une scène qui aurait dû être pleine de vie, un enfant debout, regardant le monde, mais elle semblait plutôt macabre. Clara était là, mais en même temps, elle n'était pas là. Anne-Marie sentit une nouvelle fois son cœur se briser. Louise et Pierre, les frères de Clara, la regardaient avec confusion. Ils ont remarqué le changement chez leur sœur, mais dans leur innocence d'enfant, ils ne pouvaient pas comprendre la profondeur de ce qui se passait. Pour eux, Clara était simplement fatiguée et se remettait d'une grave maladie. Mais pour Anne-Marie, chaque instant passé avec sa fille était un cruel rappel qu'elle avait perdu quelque chose de plus profond. Dans les jours qui suivirent, Anne-Marie se retrouva constamment à surveiller Clara, à la recherche de signes de son ancienne fille. Parfois Clara parlait, répondait aux questions par des phrases courtes et décousues, mais la vie, la joie qui avait existé autrefois dans ses yeux, était absente. Anne-Marie avait l'impression de vivre un cauchemar, de plus en plus rongée par la culpabilité et l'incertitude. Une nuit, alors que Clara se rendormait, Anne-Marie prit enfin sa décision. Elle devait retourner voir le docteur Lucien, même si c'était risqué. Il ne pouvait pas continuer ainsi, vivant avec l'ombre de sa fille au lieu de la vraie Clara. Même si la prochaine étape était dangereuse, Anne-Marie savait qu'elle ne pouvait pas abandonner sans se battre jusqu'au bout. Le cœur lourd mais déterminé, Anne-Marie prépare la suite de son voyage. Je savais que ce ne serait pas facile, mais l'idée d'abandonner Clara était bien plus terrifiante. Quoi que le docteur Lucien lui demande, elle serait prête à le payer. Il ne restait plus qu'à attendre. Anne-Marie était assise sur la chaise à côté du lit de Clara, son corps trop fatigué pour bouger, mais son esprit incapable de se reposer. Le tic-tac de l'horloge au mur semblait plus fort que jamais, marquant chaque seconde avec une précision cruelle, lui rappelant que le temps passait, et qu'elle ne savait toujours pas ce qui arriverait à sa fille. La nuit avançait et le profond silence de la maison ne faisait qu'augmenter le poids de l'incertitude. Clara dormait paisiblement, le visage pâle et presque serein. Si quelqu'un l'apercevait, il pourrait penser que tout allait bien, qu'elle n'était qu'une enfant fatiguée, se remettant d'une maladie. Mais Anne-Marie savait mieux. Le calme de Clara était troublant. Il y avait quelque chose dans ce calme qui semblait faux. Sa fille n'avait jamais été aussi calme, jamais aussi distante. Même lors de ses pires accès de fièvre, elle montrait toujours un signe de vie, une lueur de sa personnalité. Il ne restait plus qu'un corps immobile et sans émotion. Anne-Marie se sent partagée entre l'espoir et la peur. Elle voulait croire que les médicaments que le docteur Lucien avait donnés à Clara fonctionnaient, que le pire était passé et que sa fille était sur le chemin de la guérison. Mais en même temps, elle ne pouvait se débarrasser de la peur grandissante que quelque chose de terrible soit arrivé, que sa fille ait été irréversiblement transformée. Les paroles du médecin résonnaient dans son esprit, ce médicament affecte l'équilibre entre le corps et l'esprit. Que voulait-il dire exactement par là? Anne-Marie s'était accrochée à la promesse que Clara vivrait, mais elle n'avait pas bien compris les enjeux. Et si, en sauvant le corps de Clara, elle avait perdu l'âme de sa fille? La peur était comme une ombre qui l'entourait, étouffant toute trace de soulagement qu'elle pouvait ressentir. Clara était vivante, oui, mais était-ce la même Clara qu'Anne-Marie avait connue et aimée pendant toutes ces années? Ou sa fille avait-elle été échangée contre quelque chose de différent? Finalement, après ce qui semblait être des heures interminables, Clara commença à bouger. Le mouvement fut d'abord subtil, presque imperceptible, mais Anne-Marie le remarqua immédiatement. Son cœur battait à tout rompre,
mêlant peur et espoir. Elle se leva de sa chaise et se pencha sur le lit. Clara? Sa voix était basse, presque un murmure, comme s'il avait peur que parler plus fort puisse briser l'équilibre fragile dans lequel semblait se trouver sa fille. Clara cligna lentement des yeux, s'ouvrant avec une lenteur presque déconcertante. Anne-Marie retenait son souffle, attendant, craignant la suite. Les yeux de Clara, autrefois brillants et pleins de vie, semblaient désormais vides. La jeune fille regardait autour d'elle, le regard lointain et déconnecté, comme si elle voyait le monde pour la première fois, mais sans vraiment le comprendre. « Maman !» dit finalement Clara, sa voix faible, manquant de l'émotion qu'Anne-Marie avait tant envie d'entendre. Anne-Marie tenait la main de sa fille, sentant la froideur qui y résidait encore. « Oui ma chérie. Je suis là. » Elle essaya de sourire, mais son visage trahissait la peur qu'elle ressentait. « Comment vous sentez-vous » Clara cligna des yeux encore quelques fois, les yeux toujours fixés sur un point éloigné du mur. « Je suis fatiguée, » répondit-elle presque automatiquement, comme si elle récitait une phrase mémorisée. Il n'y avait rien de la joie enfantine qui apparaissait habituellement lorsque Clara parlait à sa mère. Il n'y avait ni éclat, ni émotion. C'était comme si elle répondait par obligation, et non de son plein gré. Anne-Marie essaya d'avaler la boule qui se formait dans sa gorge. La froideur des paroles de sa fille était effrayante et la panique commença à monter en elle. « Ça va, Clara. Tu as juste besoin de te reposer, » dit-il, essayant de se convaincre que le sommeil était la réponse au comportement étrange de sa fille. Peut-être que c'était juste l'effet secondaire du médicament. Peut-être qu'avec le temps, Clara reviendrait à la normale. Mais au fond, Anne-Marie savait que ce n'était pas si simple. Dans les jours qui ont suivi, Clara a montré des signes de guérison physique. Sa fièvre avait finalement disparu et sa couleur pâle commençait à s'estomper lentement, étant remplacée par une légère rougeur sur ses joues. Son comportement continuait cependant d'inquiéter Anne-Marie. Clara parlait peu et quand elle parlait, ses paroles étaient froides, dénuées d'émotion. Ses frères, Pierre et Louise, commençaient également à remarquer la différence, mais dans leur innocence, ils pensaient que c'était juste de la fatigue. Un soir, pendant qu'Anne-Marie couchait les autres enfants, Pierre demanda avec ses grands yeux innocents, « Maman, est-ce que Clara va encore jouer avec nous? Elle a l'air si triste. » Anne-Marie se figea, incapable de répondre immédiatement. Comment pouvait-elle expliquer quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas? Il sentit une vague de tristesse et d'impuissance envahir son cœur. Elle a juste besoin d'un peu plus de temps, Pierre. Tout ira bien, répondit-elle, sa voix douce, essayant de masquer l'amère vérité qu'elle craignait. Les jours se sont transformés en semaines et, même si Clara allait physiquement mieux, quelque chose en elle se sentait mort. Elle se promenait dans la maison comme une ombre, accomplissant les tâches quotidiennes, mais sans joie, sans vie. Anne-Marie a tout essayé, parler, jouer, cuisiner les plats préférés de Clara, mais rien ne semblait faire revenir sa fille. C'était comme si une partie vitale de Clara avait disparu, ne laissant derrière elle qu'un cocon vide.